C'est une situation qu'on connaît tous, on connecte un nouvel appareil au Wi-Fi et hop, il est sur Internet. Mais comment fait-il pour obtenir sa propre adresse comme ça, instantanément? Eh bien, aujourd'hui, on va justement plonger dans les coulisses de l'IPv6 pour voir le mécanisme vraiment fascinant et tout automatisé qui se cache derrière tout ça. Oui, c'est vraiment la grande question. Comment un appareil, tout seul, sans aucune configuration manuelle, arrive à se créer une identité qui est unique sur l'ensemble du réseau mondial? Alors non, ce n'est pas de la magie, c'est juste une méthode incroyablement astucieuse. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer maintenant. Alors voilà notre programme. On va commencer par la base. Les deux types d'adresses qu'il faut connaître. Ensuite, on va plonger au cœur du réacteur, avec l'EI64, pour comprendre comment on transforme une adresse matérielle. Puis on verra comment ça se passe en pratique, et surtout, on terminera en expliquant pourquoi ce mécanisme change absolument tout pour les réseaux d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Première chose à savoir, avant même de parler de créer une adresse, un appareil en IPv6, ça n'a pas une seule, mais au moins deux identités qui cohabitent. Chacune a un rôle bien précis. Et là, c'est très clair. D'un côté, on a l'adresse locale, celle qui commence toujours par FE80. Il faut voir ça un peu comme un interphone, ça sert juste à discuter avec les voisins directs, les autres appareils sur le même réseau, et ça ne va pas plus loin. De l'autre côté, on a l'adresse globale. Ah ça, c'est le vrai passeport pour aller sur Internet. C'est l'adresse publique qui permet à l'appareil de communiquer avec le monde entier. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on arrive au clou du spectacle, le fameux processus EUI64. C'est vraiment la formule qui permet à un appareil de fabriquer lui-même une partie de son adresse de façon complètement autonome. Le EI64, en fait, c'est une sorte de traducteur, un pont. Il prend l'identité physique de l'appareil, son adresse MAC, qui est gravée dans le silicium, et il la transforme pour créer son identité sur le réseau, l'adresse IPv6. En gros, il fait passer une adresse matérielle de 48 bits à un identifiant réseau unique de 64 bits. Et le point de départ de tout ça, c'est l'adresse MAC. C'est vraiment l'empreinte digitale de la carte réseau, elle est unique au monde. L'intelligence du système EEI64, c'est justement de partir de cette unicité qui existe déjà pour construire la nouvelle adresse. On n'invente rien, on réutilise. Alors, comment ça marche concrètement cette transformation? Eh bien, c'est une sorte de recette de cuisine numérique, en 4 étapes très précises. Allons-y pas à pas. Voilà les 4 mouvements. On coupe en deux, on insère une petite séquence au milieu, on fait une toute petite modification sur un seul bit, et enfin, on assemble le tout. C'est une recette qui peut paraître simple, mais qui est redoutablement efficace pour garantir que l'adresse finale soit unique. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple. Mettons qu'on a cette adresse MAC. Il faut bien la garder en tête, on va la suivre ensemble tout au long de sa métamorphose. Et voilà les 2 premières étapes qui s'affichent. C'est très visuel. On prend l'adresse MAC, on la coupe pile au milieu et paf, on insère la séquence FFE et c'est tout. On est passé d'une adresse de 48 bits à une nouvelle séquence de 64 bits. C'est aussi simple que ça. Attention, là c'est l'étape la plus subtile, mais c'est peut-être la plus importante. On se concentre sur le tout premier bloc de chiffres, le 02. En binaire, le langage de la machine, 02 ça s'écrit 00000010. La règle de l'EI64 dit qu'il faut inverser le 7e bit en partant de la gauche. Ici, c'est un 1, donc on le transforme en 0. Notre séquence binaire devient 00000000, ce qui, en hexadécimal, donne 00. C'est un changement minuscule, mais il a une grande signification. Il signale que cette adresse a été générée automatiquement. Et voilà le résultat. Après cette petite manipulation du bit, notre 02 du départ est devenu un 00. On a maintenant notre identifiant d'interface de 64 bits. C'est la première moitié de l'adresse IPv6 finale, celle qui correspond vraiment à l'empreinte unique de notre appareil sur le réseau. Ok, on a presque fini. On a la pièce du puzzle qui identifie notre machine. Il ne manque plus que l'autre pièce, celle qui identifie le réseau sur lequel elle se trouve. Il suffit d'assembler les deux. Et voici l'assemblage final. On prend le préfixe du réseau, qui est donné par le routeur. Ici, c'est 2001 db8 acad./64 et on vient coller juste derrière l'identifiant qu'on vient de créer. On obtient alors une adresse IPv6 globale complète de 128 bits, unique au monde et prête à être utilisée. Après avoir décortiqué toute cette théorie, on pourrait croire que c'est hyper compliqué à mettre en place. En fait, c'est tout l'inverse. Voyons un peu comment les ingénieurs réseau font ça dans la vraie vie. Et oui,
Tout ce processus qu'on vient de voir, couper, insérer, inverser un bit, assembler, tout ça est déclenché par ce petit mot EI64. Un seul mot-clé ajouté à la fin de la commande et l'équipement réseau s'occupe de tout, tout seul. C'est ça la beauté de l'automatisation. D'accord, mais au final, pourquoi est si important de comprendre tout ça? Eh bien, parce que ce mécanisme, ce n'est pas juste un petit détail technique. C'est vraiment la pierre angulaire qui permet à l'IPv6 de fonctionner à l'échelle de la planète, avec des milliards et des milliards d'appareils. 128, c'est le nombre de bits dans une seule adresse IPv6. Le nombre d'adresses possibles est astronomique. On pourrait en donner des milliards à chaque grain de sable sur la planète. Gérer tout ça à la main, ce serait juste impensable. C'est pour ça que des mécanismes comme l'EUI64 ne sont pas un luxe, mais une nécessité absolue. Donc pour résumer ce qu'il faut retenir, d'abord, le UI64, c'est l'automatisation de la création d'adresses uniques. Ensuite, c'est un système intelligent qui réutilise l'empreinte digitale qui est l'adresse MAC. Troisièmement, ça change la vie des administrateurs réseau en simplifiant énormément leur travail. Et enfin, comprendre comment ça fonctionne, c'est devenu indispensable pour bien configurer et dépanner un réseau moderne. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. Si les appareils deviennent si autonomes pour se configurer, quel est le futur du rôle de l'administrateur réseau? Eh bien, ce rôle ne disparaît pas du tout, il se transforme. On passe de tâches manuelles et répétitives à un rôle de supervision, de sécurisation et d'architecture de réseau plus intelligent et plus résilient. C'est une évolution vraiment passionnante et qui ne fait que commencer.